Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être là pour ce Café des Sciences ici à Ferney-Voltaire. On est très content d'être là parce que c'est organisé à l'initiative de l'Université de Genève. Je ne sais pas si vous avez déjà pris part une fois à un Café des Sciences dans une autre année. Donc vous connaissez un peu le principe, peut-être pour ceux qui n'en ont jamais fait, je vais les rappeler brièvement. Le but en fait, c'est de vous permettre principalement d'aller à la rencontre des gens qui font l'université, qui font la recherche aujourd'hui dans le domaine universitaire. Donc c'est une occasion assez unique et privilégiée de découvrir vraiment ce que les universitaires font. C'est vrai que quand on est au collège, au lycée, on n'est pas toujours très au fait de ce que la recherche fait un petit peu. Des fois on a l'impression dans son coin, mais en même temps pour vous c'est une question assez, on va dire, primordiale dans la mesure où vous allez être appelé à vous demander ce que vous allez bien pouvoir faire. Et donc ces cafés des sciences ont aussi pour deuxième vocation que vous permettre de vous poser la question de votre vocation. On vous souhaite d'en avoir une. C'est le bon moment pour le faire. Et aujourd'hui, on va donc, comme vous le savez, parler d'un thème qui est, on pourrait croire d'une certaine manière, un peu anodin et banal, parce que c'est vrai qu'il fait partie de notre vie. La question des vaccins. C'est une question qui est hyper intéressante, et ça, c'est aussi une des particularités du Café des Sciences, c'est que c'est à la fois quelque chose qui concerne vraiment le domaine de la science, de la médecine. Et on a un médecin avec nous qui va pouvoir nous éclairer sur ces questions-là. Et puis en même temps, c'est aussi une thématique qui est intéressante parce qu'elle nous renvoie à un niveau individuel à notre conception de la santé, la conception de la médecine, et puis aussi plus largement, collectivement, socialement, à certaines croyances et à comment est-ce qu'on fait pour se renseigner, pour avoir un avis sur la médecine, comment on se renseigne, comment est-ce qu'on décide de suivre un traitement ou pas. Et donc c'est une question de santé sociale. On a avec nous le docteur Alessandro Diana, je vous laisse peut-être vous présenter en deux mots. Oui, alors moi je suis pédiatre, Alessandro Diana, je travaille à Genève. J'ai une formation de pédiatre et d'infectiologue, pour tout ce qui est maladie infectieuse. Et j'ai aussi une expertise de vaccinologie clinique, c'est-à-dire de la vaccinologie appliquée. Je fais partie de Infovac. Vous avez deux Infovac, il y a le infovac.ch, mais vous avez aussi un infovac.fr, qui est le bébé, qui est un groupe d'experts, au fait, où tous les professionnels de la santé peuvent écrire des questions personnalisées sur un vaccin. J'ai une patiente qui me demande sur le HPV, est-ce que je dois le faire ou pas. Et il y a aussi toute une partie publique où, en fait, vous pouvez vous promener, voir plein de documents officiels sur les vaccins et la vaccination. Sinon, je fais aussi partie de la Commission fédérale pour les vaccinations, qui est une commission experte qui aide l'Office fédéral de la santé publique en Suisse à donner des recommandations. Et puis sinon, je suis aussi un pédiatre généraliste, c'est-à-dire j'ai les parents, je reçois beaucoup c'est-à-dire je préconise, bien sûr, je donne l'information des vaccins qu'ils doivent recevoir, mais j'ai aussi beaucoup de patients qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des vaccinosceptiques, c'est-à-dire les gens qui ont un peu quelques doutes. Et c'est un peu aussi mon grand cheval de bataille maintenant, enfin bataille dans le sens de m'intéresser à cette problématique, parce que pendant longtemps j'estime que les médecins pensaient que les gens qui avaient un regard différent sur les vaccins c'était juste des débiles mentaux, et moi je pense que c'est pas vrai. Et il y a beaucoup de littérature maintenant justement là-dessus, donc c'est au fait pour dire que c'est une vraie problématique. Et moi dans mon cabinet je suis beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc s'il y a des questions parmi d'entre vous, c'est pas parce que vous avez un médecin qu'il faut dire « Ah oui, oui, je suis pro-vaccin » et on va poser toutes les bonnes questions sur les vaccins. Mais j'aimerais surtout vous entendre sur vos doutes. Peut-être, je suis sûr que parmi d'entre vous, il y a des enfants, ce que vous étiez avant comme enfant, c'est-à-dire vos parents n'ont pas forcément préconisé tous les vaccins qu'on a recommandés. Donc n'ayez aucune honte, aucune inhibition pour parler de ça. C'est vraiment très, 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 très ouvert. Et je crois que plus que l'information plus que parler du vaccin, oui ou non, est-ce que c'est bon ou pas, moi, un des messages que j'aimerais lancer aujourd'hui, c'est de dire, mais finalement, comment, moi qui n'ai pas expert, je peux m'en sortir d'une information et de son contraire.
En d'autres termes, dans le jour d'Internet, vous trouvez son vrai et son contraire. Et je crois que c'est aussi une réflexion qui va en dehors de la vaccinologie. C'est un peu aussi un thème d'actualité politique, je crois, outre-Atlantique, où on se dit, mais est-ce que c'est un fake news, est-ce que ce n'est pas, mais moi finalement, comment je peux le savoir? Et il y a quand même des outils où le non-expert peut utiliser 1, 2, 3 petits trucs pour avoir une probabilité, est-ce que cette information est plutôt une vraie information, et comment une fausse information se cache derrière quoi. Et je pense que ça serait déjà pas mal si on arrivait à s'en sortir avec ça. Et effectivement, c'est une question qui est hyper intéressante. Justement, en lien avec ça, on a aussi la chance d'avoir Madame Claudine Burton-Jean-Gros. Vous êtes sociologue. Je suis très content qu'on ait une sociologue parce que dans les cafés des sciences, on n'en a pas tout le temps. Et puis, moi, j'ai fait un peu de sociologie à l'université. J'ai mis longtemps avant de vraiment comprendre ce qu'était vraiment la sociologie. Puis je pense que ça sera aussi une bonne occasion de découvrir cette discipline dont on manque peut-être un peu au niveau politique et à tous les échelons, on le verra. Et puis de voir comment on travaille cette discipline par rapport à ces questions justement sociales. Bonjour, je suis effectivement professeure au département de sociologie, qui est dans une faculté qui s'appelle la faculté des sciences de la société à l'Université de Genève. Et je m'intéresse à ce domaine de la sociologie de la santé pour comprendre comment la population, différents groupes sociaux, pensent et font des choses en lien avec leur santé. Et la vaccination, c'est aujourd'hui une controverse dans la société. Il y a un point de vue médical sur ce qu'il serait bien de faire, des recommandations. Et puis en même temps, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, on rencontre régulièrement des gens qui disent « Non, moi je ne suis pas sûre, je n'ai pas vacciné mes enfants, j'ai peur, je ne sais pas ce qui se passe. » Et mon travail en tant que sociologue de la santé, c'est d'essayer de comprendre effectivement pourquoi on a ce décalage important entre une vision scientifique, posée, objective, et des attitudes dans la population qui sont très diverses. Il y a des gens qui sont très convaincus et qui vont vacciner sans se poser de questions. En même temps, il y a aujourd'hui pas mal de gens qui s'interrogent, qui se demandent est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question-là depuis maintenant bientôt 20 ans. C'est les avantages ou les inconvénients de vieillir, c'est qu'on peut dire ça fait si longtemps que j'y travaille. C'était dans le cadre de ma thèse de doctorat à l'Université de Genève déjà, où je m'intéressais à comment dans les familles on gérait différents types de risques. C'était au moment de la crise de la vache folle d'ailleurs, fin des années 90. Qu'est-ce qu'on fait dans les familles quand émerge ce conflit-là dans les médias? Est-ce que c'est dangereux ou pas de manger du bœuf? Et puis, j'avais mené une étude avec des mères de famille à Genève et c'est elles-mêmes, spontanément, qui m'avaient dit la vaccination, pour nous, c'est un vrai problème. Enfin, certaines me disaient déjà, c'est un vrai problème, je ne sais pas quoi faire. Et c'est surtout ça qui, moi, m'interpelle, c'est ce je ne sais pas quoi faire. Et j'ai eu l'occasion d'y retravailler par la suite en menant aussi des entretiens avec des médecins, des professionnels de la santé, des pédiatres et autour de la question ensuite du H1N1 en 2009 quand il y a eu cette pandémie globale déclarée par l'OMS et tout à coup il fallait se vacciner. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que l'OMS, cette instance internationale, déclare cette crise-là et comment est-ce qu'on a réagi dans la population? Donc c'est autour de ces questions-là que moi je vais pouvoir vous apporter un certain nombre de réponses. Moi je voulais demander à monsieur, vous dites que donc vous préconisez les vaccins et que vous êtes docteur, donc j'imagine que vous avez confiance en leur utilité, qui sont utiles à la société, mais pourtant ça ne semble pas vous déranger que les gens viennent dans votre clinique et ne veulent pas les vaccins, mais ça vous frustre pas du tout que les gens ne fassent pas confiance à votre opinion? Merci beaucoup pour cette question. Non, ça me frustre pas du tout, voire je pourrais dire ça ne me frustre plus. Ça m'a frustré au début de ma formation. Bon, là je parle à titre personnel, je ne peux pas parler au nom d'une génération. Mais il est vrai que si je regarde un peu dans mes études, on m'a enseigné finalement, ou alors on m'a pas beaucoup enseigné de comment considérer les gens qui étaient vaccinosceptiques. On avait un peu, si je raccourcis, un parti pris de dire les personnes qui sont contre les vaccins, t'as meilleur temps de t'en débarrasser, c'est des gens à problème, c'est des gens à graines bleues, salut.
Alors, quand vous êtes aussi jeune, formé, on est obligé d'utiliser un peu ce qu'on connaît. Et j'ai utilisé malheureusement un peu ce schéma pour certaines personnes. Vite, ça se polarise. Ouh, celle-là, elle n'est pas contre les vaccins. Elle met en doute ce que moi, médecin, je dis. Et puis quand vous polarisez une discussion, non, vous avez tort, ce que vous avez dit, non, j'ai raison, vous imaginez que ce n'est pas une conversation constructive. Pour essayer de raccourcir assez rapidement, je dois dire, parce que moi, ma première mission, avant tout, c'est pas de donner des vaccins, mais c'est de aider les gens à se soigner. Donc c'est plutôt de dire, je crois que mon rôle principal est de donner l'information. C'est pas votre boulanger qui va vous dire que vous devez vous vacciner contre le HPV. Par contre, on s'estime que c'est votre médecin qui devrait vous dire, selon les recommandations d'une société savante, l'Office fédéral de la santé, le ministère de la santé, recommande que vous êtes dans la tranche d'âge pour la vaccination HPV. Après, je crois que si vous dites oui, mais docteur, mais moi je veux pas ou je ne sais pas quoi, c'est là au fait le nœud du problème. Et maintenant, on a plutôt justement une écoute de la personne vaccino-sceptique. Comme je vous l'ai dit, maintenant, il y a même une science qui commence à dire des recommandations, à dire aux médecins, mais écoutez ces gens-là. Ils sont pas à côté de la plaque. Et puis moi, je dirais même au contraire. C'est des gens qui, à mon sens, ont même un seuil de la santé plus élevé que les autres. C'est des gens qui souvent ne fument pas. Ce sont des gens qui font attention à leur santé. Et puis, moi, j'ai vite compris que ces parents, c'est des gens qui disent, mais attendez, docteur, si moi je suis convaincu que le vaccin de l'hépatite B va donner la sclérose en plaques avec mon enfant, mais je suis pas fou, dingue, de tuer mon enfant. Donc, en fait, ces gens-là, les gens qui ne veulent pas vacciner ou se faire vacciner, c'est pas pour mourir plus vite, mais c'est pour un vrai souci d'être en meilleure santé. Et là, après, vient tout le nœud du problème, c'est de dire, OK, mais pourquoi il y a cette perception que les vaccins sont mauvais ou néfastes? Et c'est toute une discussion qu'on peut avoir. Et c'est là où moi j'interviens justement pour les parents de dire, je vous comprends, parce que souvent je les comprends, en leur disant, si vous avez le même degré d'angoisse que vous, que faire un vaccin à mon enfant pourrait lui causer un problème, ne le faites pas. Parce que moi je ne le ferai pas. Donc je me limite d'abord à ça. Après, je dis, voilà, ce que l'Office fédéral vous dit, je peux donner des feuilles d'information que je peux vous faire passer, distribuer, qui sont gratuites, vous pouvez aller voir, c'est des fact sheets, comme on dit en bon français, une page qui vous dit rougeole, oréon, rubéole, et ça, c'est l'Office fédéral de la santé. Puis après, on peut discuter. Je vais vous laisser la parole ou compléter, parce que je pense sinon, la réponse, elle peut durer 1 heure. Je voulais rebondir sur 2 choses. D'une part, vous avez dit que ça n'est pas le boulanger ou la boulangère qui va vous dire ce que vous devez faire, mais du point de vue social, ce que la boulangère va dire du nouveau vaccin HPV va être important. C'est juste. Et donc ça va influencer aussi les discussions et les images qui sont présentes dans la société autour des vaccins. Parce que le moment passé avec le médecin, avec le pédiatre, c'est 1 demi-heure où on va discuter de vaccination et les gens ont une vie sociale beaucoup plus dense et beaucoup plus riche et vont aborder toutes ces questions-là avec leurs proches, avec les frères et sœurs, avec des amis, des parents d'école, et les questions vont être discutées aussi dans ces lieux-là. Donc il y a une vraie concurrence dans les sources d'information et dans les expériences aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect important de se dire finalement, le moment d'échange avec un professionnel, c'est quelque chose souvent d'assez limité. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce que j'ai constaté, c'est que les parents qui se posent des questions et qui s'opposent à la vaccination sont les gens qui sont les plus attentifs à leur santé. Des gens qui ont une hygiène de vie irréprochable, qui font tout pour leurs enfants et qui du coup se disent mais cette vaccination, est-ce que dans 10 ans on va me dire que le vaccin finalement il est dangereux? Parce qu'on est entré dans cette logique du risque aujourd'hui et on se projette toujours dans l'avenir et on sait que des connaissances qui sont a priori stables finalement ne sont pas si stables que ça. Et rétrospectivement, on pourrait leur dire à ses parents, mon Dieu, vous avez vacciné votre fille contre le HPV et aujourd'hui on découvre que c'est problématique. Donc toutes ces idées-là circulent dans la société et ça fait partie des représentations associées au vaccin. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ce que vous me dites par rapport au boulanger à la boulangère, je vous promets que je vais déposer des fact sheets dans ma boulangerie en disant, si jamais vous avez la discussion, donnez-le. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Moi, j'aimerais juste rebondir, mais peut-être on aimerait aussi vous écouter un peu plus. La vaccination, c'est typiquement un sujet où les gens
prennent parti et ça se polarise très vite. Faites-le en famille. T'es pour ou contre? Et tout d'un coup, je suis pour, je suis contre. Et moi, là, je mets un peu mon esprit de scientifique, mais c'est pour dire, les gars, la vaccinologie, c'est une science. C'est quelque chose qui évolue. Les connaissances qu'on avait juste dans les années 60, elles ont changé comme dans les années 90. Je fais toujours une comparaison. La vaccinologie, c'est un peu comme la cardiologie. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir quand est-ce qu'il y a eu la première transplantation cardiaque. C'est le professeur Bernard qui a fait une transplantation de cœur chez un humain avec un cœur de singe. Combien de temps a vécu la personne, vous savez? 3 jours. Et puis il est mort. Prenez ce fait, il est documenté. Une transplantation cardiaque ne vous fait vivre que 3 jours. Si vous prenez cette information des années 60 et vous dites maintenant, hey, ne te fais pas transplanter du cœur parce que tu n'as que 3 jours de vie et franchement, ça ne vaut pas la peine, vous comprenez qu'il y a un saut dans l'évolution des connaissances qu'on a acquis pour la cardiologie. Même chose pour la vaccinologie. Si vous prenez les documents des années 60, des vaccins contaminés, maladies virales, mais plein. Mais de là à dire, ne te fais plus vacciner aujourd'hui, parce que regardez, je te sors les articles des années 60, c'est la même analogie que la cardiologie. Donc il faut se dire, c'est une science, elle évolue, les connaissances augmentent, elles ne sont pas toujours au top, on n'est jamais perfectible en science à un moment donné, bien qu'on devrait y arriver. Parce que la science est une seule, mais c'est plutôt la connaissance, la manière dont on approche. Et l'autre rapprochement que je fais aux parents, c'est de se dire, mais la vaccin, c'est un peu la vaccinologie comme l'automobile. Dans les années 60, mon père a fait passer une expertise d'une automobile, je vous garantis, sans ceinture de sécurité, sans système ABS, elle a passé. De nos jours, ça ne passerait pas. Et là, j'attends votre réponse. On en a parlé tout à l'heure. On a un vaccin, bon, heureusement, il est en train de disparaître, qui est hyper nul, qui ne sert à rien et qui est le vaccin du BCG. Pourquoi ça existe? Wow. Parce que c'est un vaccin qui a été mis, qui a passé la barre des années 60. Lui, il était au service de l'automobile des années 60. C'était les critères d'Haller. Allez, il passe. L'étude, maintenant, les critères sont beaucoup plus sévères si vous devez mettre sur le marché un vaccin. La safety, c'est-à-dire d'être sûr, l'efficacité. On a changé. C'est pas la même chose que les années 60. Dans les années 60, il n'y avait pas besoin d'avoir une ceinture de sécurité. C'est comme ça. Ce vaccin qui a passé la barre des années 60, on s'est rendu compte, finalement, avec ce qu'on appelle des méta-analyses, ça veut dire c'est aussi l'adjonction de plusieurs études, parce que vous avez une étude sur 30 patients, vous avez une étude sur 20 patients, et vous savez peut-être qu'en statistique, c'est la statistique qui aide beaucoup la médecine, ou tout, pour dire si un événement il a une relation causale ou une relation temporelle. D'accord? Donc, est-ce que le vaccin fait vraiment mal ou est-ce que le vaccin, il n'y était pour rien et puis vous avez fait quand même votre sclérose en plaques? Alors, il s'est trouvé qu'avec ces grosses méta-analyses et ces grosses études, on s'est rendu compte que le BCG, qui est censé protéger contre la tuberculose, premièrement, si vous avez 1 année de vie et plus, que vous le faites ou vous le faites pas, ça vous donne pas de bénéfice. Au secours. Donc, pourquoi faire un vaccin s'il ne vous donne pas d'avantage? Numéro 1. Numéro 2, ce vaccin, qui est très réactogène, c'est-à-dire il fait pas mal d'effets secondaires, surtout des abcès, on se retrouve dans une situation où vous avez déjà un vaccin peu efficace, voire pas du tout chez les personnes de plus qu'1 année, qui peut vous donner que des complications. Donc, ça fait maintenant des années qu'on a prêché de dire stop le carnage, arrêtez de donner ce vaccin. Donc, c'est ça aussi mon rôle en vaccinologie. C'est pas seulement de dire vaccin oui, mais c'est de dire vaccin oui pour celui qui donne un bénéfice à la santé, mais aussi de dire vaccin non si on estime et on sait à un moment donné que ce vaccin n'est non seulement pas utile, mais en plus qu'il peut donner des effets secondaires.
Après, il y a pas tout ce qui est facteur financier en fait qui rentre en compte. L'industrie pharmaceutique qui veut s'enrichir ou je sais pas, c'est ce que je me demandais. Alors, on va dire un peu quels sont les conflits d'intérêts, les intérêts financiers des pharma. Alors, c'est clair que les pharma ne font pas ça en déficit, c'est-à-dire ils doivent avoir un bénéfice, et ça, c'est une chose qui est claire. Je dirais que dans la plupart des pays, maintenant je connais bien la Suisse, mais c'est plus ou moins la même chose en Europe, pour mettre des garde-fous à cela, vous imaginez bien qu'on a voulu éviter la situation où le producteur, c'est-à-dire les pharma, celui qui enregistre, en Suisse, Swissmedic, l'organe d'enregistrement, l'organe qui donne les recommandations de la vaccination, et l'organe qui dit si oui ou non ce vaccin doit être remboursé, ça ne doit pas être la même personne. Imaginez si je suis producteur d'un vaccin, et moi je décide de quoi enregistrer, et moi je décide qui doit être vacciné, et moi je décide de ce que l'assurance doit rembourser, bonjour le monopole. Donc pour cela, on a des acteurs différents. Vous avez le producteur que s'il veut rentrer sur le marché avec un vaccin, il propose à l'agence de régulation, qui est Swissmedic, en disant voilà, nous avons ces données, vous, Swissmedic, expert, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a lieu de le mettre sur une mise en marché dans le pays? Ça, c'est une chose indépendante. Dès qu'il y a une mise en marché d'un vaccin, il y a le vaccin HPV, que Swissmedic a enregistré, l'Office fédéral de la santé publique, ou le ministère de la Santé en France, dit on a besoin de savoir maintenant qui doit être vacciné. Mais on ne veut pas prendre les données des pharmaceutiques. Et on ne veut pas prendre les données de celui qui enregistre. Donc en fait, l'Office fédéral de la santé a créé une commission extra-parlementaire d'experts, qui est la Commission fédérale pour les vaccins, où on s'assure que ces gens n'ont aucun lien avec les pharma, conflits d'intérêts, machin truc. Et puis ce groupe, dont je fais partie depuis 2012, on refait des revues de la littérature et de se dire, oui, le HPV, il faut absolument vacciner les 11-26 ans parce qu'il y a plusieurs critères qu'on doit faire le check, l'efficacité, la safety, le coût efficacité. Alors on a su pendant longtemps, on avait identifié que c'était les filles qui avaient un fardeau de la maladie et pendant longtemps on a recommandé que les filles. Mais là maintenant en Suisse depuis 2017, alors bien qu'on savait que les garçons ils étaient pour quelque chose, pour cette infection, mais on ne savait pas tellement quel était le fardeau de la maladie chez le garçon, maintenant il a été identifié. Les garçons ont aussi des verrues génitales, ont aussi des cancers du pénis et ont aussi des cancers de l'anus. Donc depuis 2017, la vaccination contre les HPV, elle est généralisée à tous les adolescents, on va dire la classe 11-26 ans. Est-ce que c'est un vaccin obligatoire ou fortement conseillé? C'est un vaccin recommandé. Le législateur, en tout cas en Suisse, dit que tout vaccin est recommandé, il n'y en a aucun qui est obligatoire. En termes légaux, la vaccination est quand même une atteinte à l'intégrité corporelle. Donc vous devez l'avoir avec consentement. En d'autres termes, en tout cas je parle du législateur suisse, protège l'intégrité corporelle. Ça, c'est à moi et c'est moi qui gère. Donc si je ne veux pas un vaccin, vous ne le faites pas. Par contre, la nouvelle loi des épidémies met un petit hic, parce que tant que Diana décide de ne pas se vacciner contre le tétanos, et puis si jamais qu'il ne se vaccine pas, c'est lui qui meurt, bah tant pis pour lui. C'est lui qui a choisi, c'est lui qui meurt. Le tétanos, c'est dans la terre, hein, il ne se transmet pas comme ça. C'est dans la terre et sur les roses. Par contre, si Diana décide de ne pas se vacciner contre la rougeole, parce que c'est différent, la transmission de la maladie, en cas d'épidémie, le fait que moi je ne me vaccine pas, ça pourrait représenter un danger pour d'autres personnes susceptibles, par exemple les bébés de moins d'une année, qui eux pourraient mourir. Donc à un moment donné, le législateur, tout en respectant mon intégrité corporelle, je ne veux pas me vacciner. Mais si moi je mets déjà en danger une autre personne, par mon choix, ou voire deux autres ou 100, ça veut dire là on a une loi de la proportionnalité, le législateur peut me priver de certaines libertés. Il peut dire, écoutez, on a une épidémie de rougeole, vous ne voulez pas vous vacciner?
vous restez à domicile et vous avez un Securitas devant. Vous ne pouvez pas sortir dehors. Mais peut-être compléter en disant qu'en France, c'est différent. En France, il y a des vaccinations obligatoires, aux États-Unis aussi. Donc l'État, dans certains contextes, se dit prêt à imposer la vaccination au nom d'un intérêt de santé publique plus important que la liberté individuelle. Mais depuis toujours, ça a été une discussion entre les gouvernements et les individus de savoir s'il est légitime que l'État décide qu'il est obligatoire de se vacciner. Et d'ailleurs, historiquement, il y a eu des lois qui ont été passées pour protéger justement la population à la fin du 19e siècle en Angleterre, qui rendait la vaccination non obligatoire. Le gouvernement avait voulu d'abord la rendre obligatoire et il y a eu des manifestations qui ont amené à la promulgation d'une loi qui s'opposait à cette obligation-là. Donc ça, c'est quelque chose de continu dans l'histoire depuis que les vaccins existent. Il y a un débat entre les groupes de population, l'État, sur qu'est-ce qu'il est légitime de faire. Et comment est-ce qu'en France, on vérifie l'obligation de la vaccination? C'est qu'on met des barrières, par exemple, un obstacle à l'entrée à l'école si on n'est pas vacciné. En Suisse, on n'a pas du tout ce genre de choses-là. Par contre, dans les visites scolaires, dans les premières années scolaires, il y a une visite avec l'infirmière et là, elle va vérifier si l'enfant est vacciné ou pas, et s'il ne l'est pas, les parents vont être encouragés à vacciner, il va y avoir discussion. Mais ça montre aussi à quel point c'est des décisions politiques. Ce n'est pas des décisions scientifiques en soi. Il y a une connaissance scientifique, et après c'est comment la société utilise ces informations-là pour en faire des lois ou pas. Ça c'est clair pour vous? Est-ce qu'un État devrait obliger, ne pas obliger? Il est logique que la sécurité du plus grand nombre, ça prime devant la liberté individuelle. Donc, quitte à faire, même si je suis contre me faire vacciner, pour protéger les autres, il faut le faire. Et c'est normal qu'un État oblige. Je pense que quand ça intervient dans un problème de santé publique, mettre le vaccin en obligatoire pour justement éviter des morts trop importantes dans le pays, c'est obligatoire, même fortement conseillé. Mais quand c'est justement quelqu'un qui hésite et qui veut pas forcément se faire vacciner parce qu'il a des raisons, l'État devrait pas intervenir. Si il y a un problème avec ce vaccin, on devrait pouvoir laisser à l'individu le choix de se faire ou pas vacciner. Et ça, c'est un peu le cadre suisse, finalement. La Suisse a trouvé un peu cette solution. Moi, je pense plutôt que, à partir du moment, ça dépend vraiment du cas, mais si ça concerne une maladie vraiment dangereuse pour les autres et qui est extrêmement contagieuse, je pense qu'à ce moment-là, faudrait obliger les personnes ou les personnes sceptiques, il faudrait au moins organiser des meetings ou des réunions d'information pour leur montrer comment ça fonctionne et tout, parce qu'on n'a pas, généralement, on n'a pas tous fait les mêmes études, on n'a pas tous fait des études de médecine pour connaître quel effet fait tel vaccin et tout. Et je pense que c'est plus de ça qu'ils ont peur qu'autre chose. Mais justement, comme tu dis, Walid, et c'est plutôt pour vous, c'est là, donc on n'a pas tous les mêmes connaissances en médecine, mais j'ai l'impression que de plus en plus aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde a l'impression d'avoir des connaissances et de pouvoir défier l'avis du médecin, ce qui est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Donc c'est pas quelque chose qui rentre beaucoup en jeu. Alors oui, on a aujourd'hui un accès à l'information de manière générale. D'une part, on a accès à l'information scientifique comme on ne l'avait pas avant. Avant, vous alliez chez le médecin dans les années 60, 70, encore 80. On allait chez le médecin nous disait quelque chose et on le croyait parce qu'on était aussi dans un rapport entre la science et la société qui était très différent. Il y avait une confiance dans les experts et effectivement, ils étaient spécialistes, détenteurs de la connaissance et on les écoutait. Ça a changé depuis les années 70-80 avec une société civile qui s'est mobilisée autour de certains cas, de certaines dérives aussi dans différentes circonstances dont on pourrait parler. Et aujourd'hui, en plus, non seulement il y a une crise de confiance, je dirais, envers la médecine de manière générale, mais il y a foison d'informations à laquelle on peut tous avoir accès, 3 clics, et on se trouve sur une foule d'informations. Sur Internet, on va trouver des connaissances scientifiques, on va trouver des groupes anti-vaccins
très virulent, très organisé, parce qu'il y a effectivement, c'est très polarisé, je suis d'accord avec vous, et c'est presque comme si ça avait remplacé la polarisation politique. Aujourd'hui, c'est plus autour de la politique qu'on se bat dans les familles, c'est peut-être au niveau des questions de santé. Est-ce qu'on croit à la vaccination ou pas? C'est intéressant. Et donc, sur ces sites très organisés, il y a une petite minorité de gens qui aimeraient faire valoir leur point de vue et qui vont essayer de convaincre d'autres qu'effectivement, selon eux, la vaccination est dangereuse. La difficulté pour le grand public, c'est de se dire, mais comment je fais entre ces avis très contrastés? Certains me disent, mais je vais tuer mon enfant si je le vaccine, et les médecins me disent, mais non, vous allez le tuer si vous ne vaccinez pas. Quand vous êtes un parent inquiet, vous avez un bébé qui va bien, qui est en bonne santé, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et finalement, ce que moi j'avais rencontré et que je trouvais intéressant, c'était des mères de famille qui me disaient, moi je vais le faire vacciner, puis après je vais chez l'homéopathe faire un drainage. Vous savez qu'il y a ces traditions aussi parallèles de médecine, et aujourd'hui on consulte des pédiatres, des médecins dans les hôpitaux reconnus, mais il y a aussi une foison de praticiens, de médecins alternatifs qui, eux, ont des points de vue, des visions différentes de la vaccination et qui sont en général opposés à la vaccination et qui, eux, proposent des drainages homéopathiques pour essayer d'éviter les effets néfastes, considérés néfastes de la vaccination. Donc tout ça sont des éléments auxquels la population générale est confrontée et on a du mal à faire le choix, et c'est pour ça que c'est difficile aussi pour les médecins, parce qu'ils doivent quelque part faire le tour de tous ces différents aspects pour pouvoir entrer dans une discussion avec leurs patients. Ça concerne les vaccins, ça concerne plein d'autres situations de notre santé. Par rapport à toute maladie, aujourd'hui, on va consulter sur Internet et on découvre des tas de choses et des avis contraires sur des traitements possibles, sur ce qu'il faudrait ou ne pas faire. Et en fait, ça devient très compliqué. Cette ouverture de l'information, finalement, complique plutôt les choses du point de vue de personnes bien informées, éduquées. De plus en plus, la population est éduquée, est informée et essaye de donner du sens à ces informations-là. Comme l'a dit Amon, enfin, par rapport aux personnes peuvent croire qu'ils ont accès à toutes les connaissances et défier le médecin. Enfin, il y a aussi une communauté qui s'est créée par rapport aux sites d'information. Par exemple, on n'a pas tous le temps d'aller chez le médecin, par exemple. Et du coup, vont consulter des sites comme Doctissimo, mais la plupart du temps, les résultats, enfin les réponses qu'on nous donne sont complètement, j'ai envie de dire débiles, parce qu'en fait, j'ai un peu mal à la tête, ah t'as un cancer, elles sont exagérées. Il y a Doctissimo, c'est le meilleur moyen de croire qu'on a un cancer en moins de 10 minutes. Ah oui, mais du coup, enfin, il y a aussi cette communauté de personnes qui, dès la moindre douleur ou quelque chose comme ça, dès qu'il va pas, vont aller chez le médecin ou se bourrer de médicaments. Alors en fait, comment vous faites pour, c'est une question pour vous deux, comment vous faites pour arranger ça? Moi, j'aimerais vous retourner la question à vous, finalement. Comment vous donnerez... J'ai lu sur Doctissimo que mal à la tête égale cancer. Je viens vous dire ça. Comment vous allez me conseiller? Parce que vous êtes déjà critique. Tu diras, attends, tu vas pas croire Doctissimo. Un mal de tête n'est pas un cancer. Qu'est-ce que vous allez me dire? En d'autres termes, quels sont vos outils à vous? Et là, moi, j'aimerais vraiment vous entendre pour savoir si c'est une info ou une intox. Personnellement, enfin, déjà, je vérifie la véracité du site. Donc, je regarde le lien si c'est pas un forum ou quelque chose comme ça. J'essaye de me baser sur des sites, officiels. Parfait. Des sites validés par le gouvernement ou des choses comme ça, ou par l'OMS, par exemple. Donc, vérifier la source. Après, le fait de vérifier la source est une chose. Il peut y avoir des choses vraies sur Doctissimo aussi, qui à ce moment-là, le mal de tête peut être égal à un cancer ou n'importe quoi. Après, pour compléter la source justement de Doctissimo est, je pense, un extrême aussi dans le cas que tu parles, mais il y a aussi après, en étant médecin avec un patient qui vient me voir en me disant j'ai un mal de tête, j'ai vu sur internet que c'est un cancer, j'ai toute la connaissance scientifique pour aussi le prouver
pour essayer de prouver si c'est un cancer ou si c'est juste une migraine grave, etc., ou même autre chose? Ben, c'est un peu la même chose. Du coup, faut déjà être critique vis-à-vis du site où on prend nos informations. Faut prendre tout ce qu'on voit sur Internet déjà avec des gants. Enfin, se dire, c'est non, mais c'est pas forcément vrai tout ce qu'on lit. Quand votre rédacteur en chef vous dit « Maintenant, tu me fais un article là-dessus », bonjour. Le grand stress du journaliste, c'est quoi? Qui donne de la vraie information. Dans ses recherches, comment il fait le journaliste pour savoir si une info est vraie ou pas? Alors, mettre les gants, oui, mais comment? Pratiquement, je vous donne un sujet, vous êtes journaliste. Comment vous faites? Vous tombez sur un site. Comment vous vous dites quel instrument, quelle intervention pourrait augmenter les chances que cette info est vraie? Dans le camouflage du fake news, il y a quand même des moyens pour faire passer une mauvaise information. C'est que souvent les gens se cachent. Si moi je veux donner une fausse information où je risque d'être attaqué, je ne vais pas mettre Alessandro Diana. Mais peut-être je vais faire groupe de réflexion pour. Souvent il n'y a pas de email, mais boîte postale. Donc déjà, une information camouflée, où vous ne pouvez pas avoir accès directement à l'auteur, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est déjà suspicieux. Numéro 1, et ça tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'avoir un degré en sciences pour faire ça. Numéro 2, c'est très très simple, et ça tous les journalistes le disent, pour augmenter les chances qu'une information soit vraie, elle doit être au moins référenciée dans 3 autres sources différentes, la même info. Vous pouvez toujours être dans le faux, mais ça vous donne des chances d'augmenter la véracité de votre chose. C'est des sources différentes, parce qu'il y a quand même la démultiplication. Bah oui, parce que si Alessandro Diana qui dit que la Lune est plate est comme référence, je l'ai dit dans une conférence en 88, et donc j'ai raison, et l'autre référence, Diana à San Diego qui a fait le poster, qui a dit que j'entends, si il y a l'autoréférence, méfiez-vous. Parce que justement, dans le fake news, il y a beaucoup de auto-références. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut voir aussi la nature du site en lui-même. Si c'est un blog, on va moins faire confiance que si c'est .org, une organisation ou un site référencé par l'État. C'est juste ça. C'est des formes d'informations différentes aussi. C'est plutôt qui est derrière. Est-ce que c'est des connaissances scientifiques transmises par un médecin, par des scientifiques? On a aussi des blogs dans lesquels on va trouver de l'information, mais qui est l'échange qu'on n'a plus forcément au café du commerce, pour prendre cet exemple-là, mais de gens qui échangent leurs expériences. Et ça, dans beaucoup de domaines, dans la santé, c'est aussi très important. Ça joue un rôle de soutien pour des gens, par exemple, qui ont certaines maladies. On sait que les forums sur Internet jouent un rôle précieux, parce que les gens sont isolés, et avec les forums, ils arrivent à échanger, à partager certains de leurs problèmes, et à s'apporter du soutien. Donc ce n'est pas non plus des informations qui sont complètement à évacuer, mais qu'on doit placer à un autre niveau. C'est de l'information. Parce que c'est un blog que c'est faux. Non. Dans le blog, il peut y avoir du vrai et du faux. Qui complexifie du coup encore un peu le travail de... Pour rebondir justement sur les fake news et tout ce qui se passe dans les blogs et puis toutes les conférences, en fait, je voulais connaître vos avis sur la médecine alternative et qu'est-ce que vous répondez à leurs arguments, comme des fois... ils pensent que vous êtes un peu aidé par les lobbies ou justement ce type d'argument qui vous oppose. C'est cette médecine alternative. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors là, je pense que je peux donner une position personnelle. Je ne peux pas parler au nom d'une société médicale ou au nom de la Commission fédérale, parce que c'est une question d'avis finalement. Mon avis personnel sur les médecines alternatives, je suis très très ouvert parce que moi-même, je recours à la médecine alternative. Maintenant, encore une fois, médecine alternative, c'est un grand chapitre. Qu'est-ce que comme les vaccins? On ne peut pas dire tous les vaccins sont bons, si on prend l'exemple du BCG, comme je vous ai dit. Alors moi, personnellement, ayant fait recours, par exemple, à l'ostéopathie, je peux dire que comme patient, c'est quelque chose qui m'a évité la chimie, c'est-à-dire des médicaments. Mais juste pour clarifier, donc effectivement, cette notion de médecine alternative, alors là,
c'est une appellation comme ça, grand public? Alors c'est la médecine non allopathique, c'est-à-dire c'est toute la médecine où vous n'avez pas fait des études de médecine humaine, telles qu'on les connaît, mais que vous avez fait par exemple l'ostéopathie, l'homéopathie, la médecine ayurvédique par exemple, la phytothérapie. C'est ça qu'on dit, c'est des médecines alternatives. Donc moi, qui ai fait de la médecine allopathique, dans mes études de médecine à Genève, je n'ai pas étudié l'homéopathie, je n'ai pas étudié l'ostéopathie. D'ailleurs, dans nos cursus, on est en train de réfléchir, on n'a jamais eu des liens ou des choses, et je pense que c'est ça qui manque des fois. Il faut des passerelles, il ne faut pas des murs. Mais on est tous libres et on a tous un cerveau qu'on peut faire marcher tout seul aussi. Moi, mon expérience, justement, c'est pour l'ostéopathie ou l'acupuncture, par exemple. Alors, c'est pas seulement maintenant un avis, mais on sait, par exemple, ce qu'il en est de l'ostéopathie, on a aussi maintenant des éléments de documentation scientifique. C'est ça que la médecine allopathique, on va dire, reprochait à la médecine alternative. Vous n'avez pas d'études qui prouvent que, vous n'avez pas les statistiques qui disent que vraiment, que le drainage des vaccins fonctionne. On commence à avoir maintenant beaucoup, justement, d'études scientifiques par les médecines alternatives, et notamment l'ostéopathie et l'acupuncture, à tel point que ces disciplines sont maintenant englobées. Il y a même des hôpitaux que maintenant vous proposent ces thérapies-là. Il y a des hôpitaux en France, je ne sais plus lesquels, qui proposent maintenant la yoga-thérapie ou la méditothérapie. Les neurosciences ont prouvé que les personnes qui sont capables de méditer, vous avez, scientifiquement, on peut le voir maintenant avec aussi les IRM fonctionnels, vous avez des aires cérébrales qui s'allument et vous pouvez, avec le pouvoir de la méditation, diminuer vos douleurs chroniques, augmenter vos chances de survie, voire même mieux supporter des traitements. Donc je pense que cette nouvelle donne de données scientifiques de la médecine alternative, elles sont complètement bienvenues. Personnellement, mais ça c'est du personnel, chaque fois que des collègues spécialistes m'ont expliqué le principe de l'ostéopathie, j'arrivais à comprendre quelque chose, ainsi que l'acupuncture. Mon seul bug, si j'ose dire, mais c'est vraiment personnel, c'est sur l'homéopathie. Je n'ai pas compris le principe de l'homéopathie, c'est-à-dire ils ont un peu, mais je suis profane, hein, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent mieux l'homéopathie, mais je ne comprends pas ce principe de la mémoire de l'eau, c'est-à-dire ils prétendent que si pour faire le drainage du vaccin, hein, on dit que le vaccin vous donne une certaine surcharge toxique. Pour le drainer, ils prennent le même vaccin qui dilue 1000 fois. Et le fait de donner la dilution de 1 millionième, parce qu'il y a la mémoire de l'eau là-dedans, ça vous détoxifie. Alors moi qui ai peut-être une approche plus rationnelle où j'ai besoin de comprendre, je ne comprends pas. Et c'est vrai que pour l'homéopathie, alors je ne l'interdis pas aux patients, parce que je me dis si, je ne pense pas que ça fait mal de donner 1000 fois un vaccin en granulé dilué, mais si vous voulez, je suis un peu sceptique pour l'homéopathie, mais par contre, pour ce qu'il en est de l'ostéopathie, l'acupuncture et yoga-thérapie et méditothérapie, je suis convaincu et je le conseille des fois aussi à mes patients. En fait, je suis un peu d'accord avec vous, mais en fait, j'ai un peu plusieurs questions. Surtout de ce que vous pensez, par exemple, des pratiques qui se passaient avant au Moyen-Âge, donc qui est la saignée, et qui se passe encore aujourd'hui. Enfin, c'est considéré comme de la médecine alternative. Alors, il y a de la science dans les saignées. Ça a beaucoup marché quand les gens avaient une insuffisance cardiaque. Vous avez le cœur qui ne fonctionne pas très bien. Vous mettez de l'eau dans vos poumons. Hein, c'est ce qu'on dit l'œdème aigu du poumon. Le fait d'enlever un demi-litre de sang, ça vous ressoulage. Donc, si moi-même je devais être sans médicaments, sans rien d'autre, sur le fond de l'Everest, et puis je fais un œdème aigu du poumon parce que mon cœur commence à défaillir, je ferai une saignée. Et puis, bien sûr, vous avez vu que ça marche pour ça, et on est au Moyen-Âge, c'était pas forcément encore l'époque des Lumières, il n'y avait pas de documents, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de méthodologie, et puis il se dit, si ça marche pour rattraper le souffle, ça marche pour les intoxications, ça marche pour les infections, mais voilà, mais on sait qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Par contre, c'est revenu aussi un peu des phénomènes de mode dans la société, et je sais que
il n'y a pas seulement ça, mais aussi les ventouses maintenant. Des fois, quand on pratique quelques clubs de gym, on voit des gens mais qui sont des monstres hématomes. Et puis une fois j'ai demandé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu as foutu sur ton dos? Il dit ah non mais c'est les ventouses, c'est pour enlever l'eau et tout. Donc il y a aussi des choses qui étaient dans le passé, qui ne sont pas vraiment d'actualité, mais qui reviennent un peu en phénomène de mode. Non, mais on voit effectivement comment des modèles, des manières de penser le corps, la santé et la maladie sont en conflit les uns avec les autres. Et une des critiques qui a été faite à la médecine allopathique, cette médecine qu'on pratique dans les hôpitaux et chez les médecins qui ont été formés dans les facultés de médecine, c'est qu'ils ont une vision souvent très étroite d'un problème, d'un aspect très spécifique de l'individu. Et moi, en tant que personne malade, j'ai un problème qui est plus large, c'est de comprendre comment je suis tombée malade et pourquoi, malgré les traitements très sophistiqués qu'on me prescrit, je ne me sens pas bien. D'où le retour, à mon avis, des médecines alternatives de manière plus large, qui sont revenues depuis 20-30 ans, parce que justement, il y avait une certaine insatisfaction envers la médecine moderne, qui traite des choses, mais de manière assez mécanique, assez chimique, technique, mais sans prendre en compte la souffrance que l'on a quand on est malade. La question qu'on se pose en tant qu'individu malade, c'est celle-là. Et on voit revenir cette image de l'équilibre, d'une approche globale de l'individu. Quand vous allez chez un homéopathe, déjà, il va prendre beaucoup plus de temps pour discuter avec vous, comprendre qui vous êtes, comment vous avez vécu votre trajectoire de vie, comment on pourrait essayer d'expliquer les problèmes que vous avez. Et il va avoir une approche beaucoup plus globale, justement, de vous, et en essayant de traiter le problème, pas simplement en agissant sur un point très précis, mais en ayant une approche plus générale. Et on voit ce retour, oui, les drainages, les saignées aussi, et d'une conception globale qui est aussi évoquée par certains des parents, d'ailleurs, qui sont sceptiques par rapport à la vaccination, et qui considèrent que l'équilibre fait que, certains parents me l'ont dit, mieux vaut attraper la maladie et faire son immunité naturelle que d'injecter une substance chimique qui a été produite par une industrie pharmaceutique dans un corps qui est en bonne santé. D'où parfois cette exposition volontaire que les parents font. Si un enfant a la crèche ou la varicelle, typiquement, on souhaite que l'enfant soit exposé pour qu'il fasse sa varicelle. D'ailleurs, chez nous, il n'y a pas de vaccin contre la varicelle. Aux États-Unis, on vaccine les enfants contre la varicelle. Donc, de nouveau, pour montrer combien ces choses-là changent au cours du temps et changent entre les contextes. Si on prend ce que vous avez dit sur les vaccins, le fait d'utiliser l'immunité naturelle, c'est pas le but des vaccins, justement. C'est de mettre une partie du virus, inoffensive ou pas, et à ce moment-là, que l'immunité naturelle, elle fasse son travail elle-même avec la mémoire. Et à ce moment-là, c'est là que je comprends pas pourquoi ils cherchent une médecine alternative, alors que si ils connaissent la méthode du vaccin, malgré que ce soit en effet une manière chimique d'y faire, ça reste l'immunité naturelle pour le faire. Juste une chose. Là, je rentre plus dans le technique médicale scientifique. Vous faites une maladie, la maladie naturelle, n'est-ce pas? Votre organisme se défend, fait des anticorps. Il est vrai que normalement, et pour la plupart des maladies, si vous faites la vraie maladie, les anticorps dans votre sang sont beaucoup plus élevés que si vous faites des anticorps après un vaccin. Ça nous ramène un peu à la question fondamentale. Mais pourquoi on vaccine? Finalement, on devrait le dire. J'aimerais vous poser la question. Chopons-nous la maladie naturelle, non? Elle est là. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à nous vacciner? Quel est le but principal de la vaccination? Pour diminuer le risque, en fait. Autant. Quel risque? Le risque de souffrir plus en attrapant la maladie. Pour éviter une complication. Oui. La vaccination, elle est là pour donner un avantage parce qu'il y a certaines maladies qui tuent. D'ailleurs, il suffit de le voir historiquement, si le seul moyen pour diminuer la mortalité infantile de moins de 5 ans, c'est la vaccination. Et ça, c'est historique, vous pouvez le voir. Et regardez aussi dans les populations non vaccinées actuellement le taux de mortalité. Pour les enfants, c'est pour la les enfants. vaccination vraiment le seul. Mais c'est le but. Le but, vous savez qui est l'inventeur du vaccin?
Jenner. D'accord, docteur Jenner, il y avait une épidémie en 1700 et quelques de variole. Les gens mouraient avec la variole, hein, mais c'était... Il n'était même pas médecin, mais il avait remarqué que les gens, les fermiers, étaient moins atteints de cette maladie quand ils mouraient. C'est un vrai scientifique. Il s'est dit, mais pourquoi les fermiers? Puis il avait remarqué que les vaches faisaient aussi une sorte de variole, donc c'est une monstre varicelle avec des croûtes comme ça, un truc hyper dégueulasse. Et puis il s'est dit, mais attends, est-ce que les vaches font la même maladie? Et est-ce qu'il y aurait un lien que le fermier, en contact de la vache, il ferait une maladie plus atténuée? Enfin, il n'en savait rien. Bon, il n'a pas présenté son projet à un comité d'éthique, parce qu'il n'aurait pas passé la barre. Il a été gratter ces croûtes dégueulasses des vaches. Il a pris le petit enfant de sa femme de ménage et il l'a inoculé. Je te gratouille la peau et je te mets ce truc. Puis il a remarqué, il a bien écrit, que ça fait une mini-variole. L'enfant est tombé un peu malade, mais il n'est pas mort. Et cet enfant, il a très vite vu, parce qu'il y avait des gens qui mouraient comme des mouches à l'époque, était protégé. Donc il a juste spéculé que la vache faisait une forme de maladie atténuée qui, si inoculée à l'homme, le protégeait contre la mort. D'ailleurs, l'origine du mot vaccin vient du latin vacca. Vacca, c'est pour la vache. Okay? Donc, vaccin, l'étymologie du mot vient justement de cette histoire-là. Donc, il se trouve, après on a su, mais ça Jenner ne le savait pas du tout, que la variole de la vache, qui n'attaque pas l'homme, enfin qui attaque l'homme, pardon, mais qui ne tue pas l'homme, était une variante de la variole humaine. Mais si vous prenez cette maladie-là, votre système fait des anticorps, mais quand vous êtes exposé à la forme mortelle, vous êtes protégé. Et c'est tout le principe du vaccin. C'est-à-dire, je veux éviter d'avoir la maladie, parce que dans X cas, cette maladie risque de me tuer. Sur les 100 maladies virales, on n'a que 19 à 20 vaccins. Hein. On ne se vaccine pas contre tout, n'importe quoi. On est sceptique par rapport au vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Rappelez-vous, quand Ebola était là, tout le monde voulait qu'on ait un vaccin, parce qu'Ebola, ça nous fait peur. Donc on se permet aussi d'être sceptique par rapport à des maladies qui sont bien connues. On a l'impression qu'elles ne tuent pas, alors qu'à l'âge adulte, elles peuvent avoir, mais là, enfin c'est votre domaine, mais qui peuvent être dangereuses à l'âge adulte. Donc c'est aussi des préoccupations tout à fait liées à un contexte. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, typiquement, où on espère que les enfants puissent être vaccinés. Les familles attendent que leurs enfants puissent être vaccinés, sinon ils vont mourir. Parce que les conditions sont telles, que les épidémies sont importantes et que les conditions sanitaires de base ne sont pas suffisantes pour les soigner si jamais ils attrapent une maladie infectieuse. Donc c'est un luxe quelque part, hein, pour le dire comme ça, des pays riches, où on a gagné beaucoup en état de santé, de bonne santé, et tout à coup on peut se poser ces questions-là. Je voulais demander, après, où se trouve la responsabilité? Donc ça revient un peu sur le domaine légal, parce que j'ai vu aux États-Unis, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu une affaire avec... Des parents avec un enfant en souffrance, je ne sais plus ce qu'il avait, mais qui est finalement mort, parce que les parents refusaient de l'emmener chez le docteur et préféraient le guérir par la religion. Et donc, il ne devrait pas avoir une limite à ce... Parce que vous disiez les gens qui n'aiment pas la médecine et donner des produits chimiques aux enfants, est-ce qu'on ne devrait pas quand même légaliser cette idée? Alors c'est le cas par rapport à la vaccination. Des témoins de Jéhovah refusent aussi certaines procédures médicales. Il y a toujours des minorités, ça reste des minorités quand même le plus souvent, qui s'opposent à des actes médicaux. Et c'est la question de leur liberté individuelle versus l'obligation de l'État de les protéger. Mais là, ils mettent en jeu la vie de leur enfant. De leur enfant. Alors effectivement, est-ce que l'État devrait prendre ce droit-là? Et ça, c'est des débats politiques ensuite, de savoir qu'est-ce qu'on va faire primer. Il y a d'ailleurs certains États aux États-Unis il y a la communauté Amish, qui est absolument, je ne sais pas si vous voyez cette communauté qui a décidé de refuser à peu près toute la modernité, qui vivent en calèche, sans téléphone, sans rien. Et effectivement, là, j'avais vu le cas d'une fillette qui avait une leucémie et l'État fédéral l'État
local a contraint la famille de se soigner, alors qu'en l'occurrence, ils n'avaient pas les moyens. Malheureusement, chez les Amish, ils ont un grand sens de la solidarité qui fait qu'ils ont pu, mais bon, ils n'avaient pas le choix. Ce qui est facile, peut-être juste de dire, on estime que ici rentre en jeu la capacité de discernement de l'enfant. Ça veut dire, quand vous êtes mineur, vous êtes sous l'autorité de vos parents. Mais pour les vaccins, par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir des parents contre les vaccins. Puis la jeune fille de 14 ans, elle dit non, moi, je veux me vacciner. Au secours. Bon, on essaye de concilier. Mais le législateur admet que vers les 10 ou 12 ans, en fait, la capacité de discernement, c'est pas le jour de votre 18e anniversaire. Quand vous aurez 18 ans, c'est pas tout. Ah, mais j'ai tout compris, je suis adulte. Mais non, c'est du progressif, il y a du gris. Bon. Ça dépend, hein. Après, il y a des adolescents, même à 40 ans, on n'a pas tout compris. Hein. Bon, ouais, voilà. Mais pour dire, on estime que même un enfant de 10, 12, en tout cas, on estime que dès 12 ans, vous pouvez avoir une capacité de discernement sur le vaccin. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre sur vous si oui ou non. Et on peut aller même à la rencontre des parents. Donc, je dirais que si on met un peu le curseur, à partir de 12 ans, on peut se fier sur la capacité de discernement de l'adolescent. La difficulté, c'est un enfant de 1 année et demie, donc vous voyez que là, la capacité de discernement, il peut pas, mais ça veut pas dire parce qu'il ne peut pas décider, mais qu'est-ce qu'il aurait décidé pour sa santé? Et là, c'est l'intervention peut-être d'une tierce personne, l'État, de se positionner, de dire, mais attendez, moi je pense que vous, parents, vous êtes en train de prendre la mauvaise décision pour votre enfant qui ne peut pas se positionner, et donc on pourrait dire quelle aurait été la capacité de discernement présumée pour la personne. Alors c'est facile pour les témoins de Jéhovah qui disent, vous transfusez pas mon enfant qui a perdu 6 litres de sang, et moi je peux aller à la rencontre de ça, parce que je dis le fait qu'on le fait pas, ça va le faire mourir sur place, et on peut casser des fenêtres légales en disant moi je vais outre cette décision parce que c'est maintenant, mais c'est beaucoup plus difficile pour des choses de vaccins où vous pouvez pas vraiment dire qui va mourir ou pas. C'était vis-à-vis des vaccins, on disait que c'était utile de se faire vacciner en fait que quand on est en danger en fait, enfin que quand on peut en mourir ou qu'on peut avoir de graves complications. Du coup, par exemple, le vaccin contre la grippe, nous maintenant, en tant que jeunes adultes et tout, on a aucune utilité à se faire vacciner contre la grippe. Il y a que les jeunes enfants et les vieillards qui ont un intérêt là-dedans. Si vous réfléchissez santé publique, d'accord, vous avez meilleur temps de vacciner les plus que 65 ans. Les moins de 5 ans représentent maintenant un risque qui devient de plus en plus évident. Et les gens qui sont malades. C'est clair, si vous avez une maladie immunitaire ou un problème cardiaque pulmonaire, vous avez tout intérêt de vous faire vacciner. Donc là, il y a pour l'individu, si vous dites, mais moi je suis adolescent, je suis en bonne santé, on vous fiche la paix. C'est pas la fin du monde. Néanmoins, on sait que le virus de la grippe, vous l'attrapez pas dans la terre. Ça s'attrape dans le bus, ça s'attrape dans le tram, ça s'attrape à l'école parce qu'on éternue, c'est dans les gouttelettes, hein. C'est comme ça, c'est une suspension des gouttelettes humides. Par contre, on pourrait se dire que en santé publique, le fait de vacciner les gens en bonne santé, c'est-à-dire vous, ça contribue à protéger les autres. En d'autres termes, et ça c'est un café pour celui qui trouve, d'ailleurs c'est un café des sciences, n'est-ce pas ? Quelle est la manœuvre de santé publique de plus efficace pour arrêter une épidémie de grippe ? Déjà de commencer par vacciner ceux qui sont en bonne santé au moins. Non. Pour arrêter une épidémie. C'est-à-dire qu'on est en pleine épidémie, on est le 2 janvier, il y a l'hécatombe. Qu'est-ce que moi, en tant que médecin cantonal, je fais une intervention, je dis quelque chose, et c'est la méthode la plus efficace. De mettre les malades en quarantaine et de laisser les autres... Non, c'est pas la plus efficace, mais c'est efficace. C'est quelque chose qu'il faut faire. On est le 19 janvier, pleine épidémie. Ok, il faut distinguer les personnes saines et celles qui sont malades et vacciner les personnes saines. C'est juste, mais c'est pas la méthode la plus efficace. Quelqu'un va trouver, je suis sûr. Vacciner le plus de nombre possible. Il fallait le faire avant. On est en pleine épidémie. Éliminer les gens infectés. La fermeture des écoles est la méthode la plus efficace pour arrêter une épidémie. Mais l'élimination totale des gens malades, on va retenir. On tient quelque chose. Hein? Donc ça veut dire que même si vous
vous n'êtes pas forcément les plus malades, c'est-à-dire vous n'allez pas les laisser des plumes, mais vous êtes clairement le vecteur qui injecte justement et qui fait circuler le virus chez les personnes les plus faibles. C'est intéressant parce que c'est une technique que le Japon utilise. Et ça marche très bien parce que là, il est normal et accepté et c'est social, hein, c'est comment la société est organisée. Le gouvernement peut dire, demain, on ferme les écoles, les enfants restent à la maison seuls, les parents vont travailler, ça ne pose pas de problème. Imaginez, en France et en Suisse, on fait ça, aux États-Unis, ça crée un scandale. Oui. Si les écoles ferment en Suisse ou ici, c'est une révolution politique. Donc, ça montre bien aussi le poids que peut avoir l'État et des décisions qui sont prises au nom de la santé publique sont acceptées dans certains contextes, elles ne le sont pas dans d'autres. Il y avait une question ici, ça fait longtemps qu'il... Et elle aussi après. Ouais. Moi du coup je reviens un peu en arrière dans le débat et je voudrais juste savoir si est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire un vaccin par maladie et enfin bon je sais que pour certaines maladies par exemple le VIH on peut pas, mais est-ce que en soi on pourrait tout contrer avec les vaccins? On s'est intéressé d'abord aux maladies les plus graves, c'est-à-dire si vous avez l'hémophilus B qui tue les enfants de moins d'une année, de 4 ans de méningite, c'est d'abord ça qu'on a développé, par le nombre de morts ou de fardeaux. Jusqu'après de dire, une fois que vous avez couvert ça, l'hémophilus, vous dites merde, mais maintenant il y a aussi les pneumocoques. Donc, pourquoi on ne fait pas les pneumocoques? C'est-à-dire, on essaie toujours, il y a eu une priorité. On a mis, et ça on le voit, sur le marché, les vaccins, parce que ça vous a motivé de trouver le vaccin qui marche pour le plus d'éviction de problèmes, jusqu'à aller finalement peut-être à des vaccins qui sont moins problématiques, mais qui sont venus en premier. C'est un peu ce que vous dites, on est dans une société finalement où on est victime de notre propre succès. Parce qu'ils marchent tellement bien qu'on ne voit plus leurs menaces. Qui d'entre vous a vu un tétanos? Non, parce qu'on est bien vacciné finalement. Qui a vu une polio? Je ne sais même pas ce que c'est la poliomyélite. Donc à un moment donné, le fait d'avoir couvrir ces grosses maladies, d'accord, a fait que, vous avez déjà une perception dans la société qui explique que, est-ce que c'est vraiment utile? Mais après, la santé publique vous dit, même s'il y a 30 morts de méningite par Suisse en année, dû au sérotype A, C, machin, peut-être que ça vaut la peine de faire un vaccin maintenant, parce qu'on peut éviter ça, parce qu'on peut se permettre d'éviter aussi ces 30 morts. Alors qu'avant, ça vaulait la peine d'éviter les 2000 morts de rougeole par année en Suisse, en mettant d'abord la rougeole en priorité. Alors, qu'est-ce qui nous reste à faire? Le HIV, clairement. Là, je pense que si on trouve un vaccin pour le HIV, ça va résoudre pas mal de choses. Après, il y a toute une problématique inhérente à l'HIV, mais il y a beaucoup d'espoir en disant que peut-être dans 10 ans, on va trouver quelque chose d'efficace. Et puis, je ne sais pas au fait ce que c'est le reste. Probablement, il y aura aussi un peu ce qu'on appelle l'immunothérapie pour guérir certains cancers grâce à la ingénierie vaccinale. Moi, je voulais savoir quelles sont les étapes obligatoires avant de commercialiser un vaccin. Alors, il y a des étapes obligatoires. C'est ce qu'on appelle les phases d'études. Vous avez la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Après, vous avez aussi une phase 4, mais qui est dite, c'est la phase post-marketing. La phase 1, comme pour tout médicament et vaccin, vous devez prouver l'innocuité du produit sur l'être humain. Alors d'abord, avant de le faire sur l'être humain, vous devez le faire sur l'animal. C'est comme ça qu'on peut avoir des données. Et puis en général, une étude phase 1, c'est jusqu'à 50 patients où vous devez en tout cas prouver que ce n'est pas dangereux. Après, vous avez des phases 2, c'est-à-dire une fois qu'on a passé la phase d'innocuité, de dire est-ce qu'on a déjà quand même certains éléments sur un plus grand nombre de personnes, et là c'est les statisticiens qui nous aident, pour dire si ce vaccin il a un effet, c'est-à-dire est-ce qu'il me donne des anticorps ce nouveau vaccin HPV, est-ce qu'il y a une réponse? Donc là on élève un peu le seuil, et puis bien sûr après on va vraiment dans des phases 3, qui sont toujours des cohortes beaucoup plus importantes et aussi suivies dans le temps.
C'est-à-dire, on va aussi voir si après une année ou 2 ans ou 3 ans, ces gens n'ont pas perdu leurs cheveux ou ils sont pas je ne sais quoi. Donc, c'est au moment où vous avez eu passé ces phases 1, 2, 3, donc c'est un service automobile des années 2017, c'est pas les années 60, hein, où on s'est dit, OK, on est prêt, on a des données suffisantes pour mettre le vaccin sur le marché ou le médicament. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a ce qu'on appelle une phase 4, c'est-à-dire c'est la phase post-marketing. Il y a toute une surveillance qui continue à se faire parce que maintenant ce médicament n'est plus été étudié sur une puissance de 100 000 personnes qui est déjà pas mal, mais après vous pouvez avoir un effet secondaire de 1 sur 10 millions. Et ça vous pouvez que le savoir si vous avez donné 10 millions de doses. Et c'est donc ce qu'on appelle la phase 4. Il n'est pas rare, vous avez peut-être entendu parler que des vaccins, que des médicaments contre, je ne sais plus, l'inflammation ou autre, après des années qui étaient sur le marché, on dit ce médicament est retiré parce qu'on estime que de mourir d'un infarctus sur 1 sur 10 millions, alors que vous avez l'équivalent du médicament qui est safe, la phase 4, la post-marketing, vous permet de dire, ça donne un garde-fou aux autorités de pouvoir retirer ce médicament si on a prouvé une certaine dangerosité qu'on n'aurait pas le fait avant. Si vous prouvez que de la surveillance post-pharmaceutique, parce que nous, tous médecins, quand on pense qu'il y a eu un effet secondaire ou un événement, on le signale à nos autorités. J'ai un patient j'ai vacciné contre l'hépatite B, 2 jours après, il fait une sclérose en plaques. Est-ce qu'il y a un lien? Moi, je le fais. Après, il y a toute une démarche de voir s'il y a un lien de causalité. Mais dès qu'on a justement les éléments, qu'on peut dire, ah, là, il y a quelque chose, et si c'est dangereux pour la population, les autorités peuvent se permettre de retirer le médicament. Et là, à l'occurrence, c'est même une pharmaceutique qui avait ses propres données, qui a estimé judicieux de retirer son médicament. Donc, ils ont même fait, eux, l'avance par rapport de dire on estime que ce risque est trop, il est inutile pour la population, il faut le retirer. Les étapes 1, 2, 3 sont aussi longues, enfin c'est un processus long 10 ans. Qui est très réglementé. Et on a le problème après d'Ebola par exemple, où là il y a eu un processus accéléré parce qu'il fallait, parce qu'il y avait urgence. Ça a été le cas sur la mise à disposition des médicaments du VIH. Quand il y a des situations d'urgence, d'une maladie infectieuse qui se propage, là tout à coup les réglementations peuvent être ajustées parce qu'il y a une pression effectivement des personnes qui meurent. Mais si on fait le processus dans les règles de l'art, c'est effectivement 8 à 10 ans avant de la mise sur le marché. Pour Ebola d'ailleurs, le vaccin marche pas mal, c'est à Genève d'ailleurs. Oui, donc Genève a beaucoup contribué pour le vaccin de l'Ebola grâce à Clarence Sigrist, qui est professeur et à la chaire de vaccinologie. Bon, je la cite aussi parce que Clarence, c'est mon mentor. Hein. Moi, j'ai fait de la vaccinologie grâce à elle. Et justement, Genève a été très, très active pour le développement d'un vaccin. Et là, c'est vrai ce que vous dites, il y a eu les phases 1, 2. Vous voyez là, la phase 1, 2, au lieu de 2 ans, c'était 2 mois. Et la phase 3, donc tout a été compressé, mais tout en respectant les règles de l'art. C'est-à-dire là, on ne mettait pas une automobile sans ceinture de sécurité. Bien au contraire, je dirais. C'était d'inventer l'automobile qui a 400 à l'heure, mais avec des critères de sécurité en ville. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je reviens un peu dans ce que vous avez dit avant, par rapport au fait que les médecins ils ont une vision étroite à un problème, ils donnent une solution et ils vont pas plus loin. Est-ce que, je sais pas, quel cours vous suit ceux qui font le cursus de médecine. Est-ce qu'il faudrait penser à revoir le système éducatif des médecins histoire qu'ils puissent répondre aux besoins de la population? Pendant longtemps, il n'y a eu que des médecins généralistes. Historiquement, les médecins étaient des spécialistes de la maladie et ils traitaient tout le monde. Et aujourd'hui, on a encore des médecins généralistes, mais qu'on cherche à revaloriser parce que justement, il y a eu une telle spécialisation dans les connaissances et dans la formation qu'aujourd'hui, les médecins deviennent effectivement des spécialistes, mais de quelque chose de plus en plus étroit. Parce que ça devient des experts, effectivement, et c'est bien.
Mais ça, cet effet, ce contre-effet négatif pour les patients, c'est qu'on a l'impression d'être considéré pour un problème très spécifique et pas dans son entier. Donc il y a tout un travail qui est fait, en tout cas en Suisse, de revalorisation de la médecine générale, y compris dans la formation en école de médecine, en faculté de médecine, pour qu'on ait des spécialistes de la personne et qui puissent aussi mettre en relation vos difficultés sociales, économiques et vos problèmes de santé. Parce que pour aborder la thématique des inégalités sociales face à la santé, c'est ça qu'il faut. C'est pas de savoir traiter quelque chose de très étroit. Donc on a besoin des deux, mais on doit avoir effectivement aussi deux médecins qui puissent être plus généralistes. Un patient, c'est pas simplement un cœur qui ne fonctionne pas. C'est pas un poumon qui déraille. C'est pas quelqu'un qui est à côté de la plaque parce qu'il me refuse un vaccin. Et je crois que si on a cette approche-là, ça aide beaucoup. On peut l'avoir, je crois, avec l'expérience, parce qu'on peut faire beaucoup de copier-coller. Hein. Quand on joue en médecin, mais on a aussi été patient une fois, si on a eu cette chance-là. Et l'expérience de la vie, probablement qui contribue à ça. Mais je suis tout à fait d'accord que très très vite, dans les premières années de médecine, c'est quelque chose qui doit être enseigné. Et puis étant aussi impliqué dans l'enseignement des étudiants de première année de médecine, je vois qu'il y a quand même un accent de ces dernières 15 années qui est quand même mis. Moi, je vois qu'il y a des modules, des étudiants ont quand même de la littérature que moi, je n'avais pas il y a plus que 20 ans. Alors, moi, je vais revenir sur la réponse que vous avez donnée à Julien sur l'efficacité des médecins, etc. Des vaccins, pardon. C'est que... c'est arrivé il y a 2 ans où mon entourage a chopé une maladie où il prenait des grosses quintes de toux, etc. En allant chez le médecin, les médecins généralistes leur ont tous dit que ça pouvait pas être la coqueluche. Ma mère en était presque sûre parce qu'elle savait ce que c'était. Les médecins leur ont tous dit ça peut pas être la coqueluche, ça a été vacciné, ça existe presque plus, c'est plus possible. Et en allant voir justement les médecines alternatives, etc., l'homéopathie principalement, ma mère est surtout allée voir l'homéopathie, ça a été réglé en pas très longtemps. Mais justement, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des questions à se reposer sur certains vaccins Alors, premièrement, les médecins, c'est des êtres humains et peuvent faire des erreurs. Moi, je crois que je fais 10 erreurs par jour. Non, mais c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut le savoir et en être conscient. Parce que vous pouvez aussi vous convaincre que vous ne faites pas d'erreurs et que vous êtes... ça, c'est une autre chose. Mais oui, les médecins, on se trompe, on fait plein d'erreurs. La coqueluche, c'est assez particulier. C'était longtemps considéré comme une maladie des enfants, donc des pédiatres. On s'est vite rendu compte ces dernières années que ça circule aussi chez les adultes. En 2012, on a mis l'accent qu'il fallait protéger les enfants de moins de 6 mois parce que ceux, quand ils chopent la coqueluche, ils meurent. Et puis on a dit il faut vacciner les adultes, chose qu'on n'avait jamais fait, parce que comme ça on les protège. Ça, c'était un vaccin qu'on a donné chez les adultes alors qu'on n'avait que des données chez les enfants sans passer par les phases d'études. Il n'y a pas de raison que ça marche chez les adultes si ça marche chez les enfants. On a fait une erreur parce qu'on s'est rendu compte que même si vous vaccinez les adultes, les ados et les adultes contre la coqueluche, notamment si vous êtes en contact avec un moins de 6 mois, eh bien, en fait, ça ne vous empêche pas d'attraper la coqueluche. En d'autres termes, vous l'attrapez quand même. Alors, vous faites ce qu'on appelle une coqueluchette. Vous ne faites pas trop de complications. Donc, ça vaut quand même la peine de se vacciner, mais ce n'est pas quelque chose qui éradique. Et on s'est même rendu compte que malgré cette vaccination, en fait, vous transmettez le germe au bébé. Les internistes, les adultes, mais c'est pas pour excuser le médecin généraliste. C'est déjà depuis 2012 qu'on les embête un peu de dire « vous là les vieux, il faut vacciner contre la coqueluche ». Ils disent « ok ». Donc je présume que si je vaccine, il ne peut pas y avoir de maladie. À sa décharge, ils ne savaient pas. Mais comme quoi, on doit toujours être aux aguets. Yes, c'est possible. Aujourd'hui, on le sait, que 50% des gens adultes vaccinés peuvent se recontaminer et faire aux autres et le transmettre. Une donnée par contre, et je pense que ça c'est l'information que je veux vous donner, si vous vaccinez les femmes enceintes, à cause du transfert des anticorps chez le bébé, on a plus que 96% d'efficacité de protéger les bébés de moins de 6 mois.
Donc aujourd'hui, la santé publique, parce qu'en fait, si on voulait vacciner les adultes contre la coqueluche, c'était pas pour sauver les adultes. La santé publique s'en fout que les adultes font la coqueluche. Parce qu'en fait, vous toussez pendant 2 mois, 2 semaines, mais après vous guérissez. Même spontanément. Même sans l'aide de personne. La santé publique disait vacciner les ados et les adultes pour ne pas réinjecter la coqueluche au moins de 6 mois qu'eux, ils meurent. En 2017, on est beaucoup plus intelligent qu'en 2012 parce qu'on a des études post-marketing. On sait que c'est les femmes enceintes qu'il faut vacciner à chaque grossesse parce que vous diminuez le risque de 96% d'avoir une maladie chez le bébé de moins de 6 mois. Donc vous voyez, c'est l'exemple typique, il ne faut même pas aller dans les années 60, d'une connaissance qui a évolué entre 2012 et 2017. En ce moment, on nous parle pas mal d'un vaccin possible contre le sida, enfin contre le VIH, donc je voulais savoir un peu... En 2 minutes, il est très avancé. En 1 minute 50, il y a un Lausanne qui est à 60 km de Genève et un centre très actif dans la recherche. Il y a une étude 18-50 ans où on cherche des volontaires pour des 18-50 ans justement pour un vaccin. Donc il y a vraiment un protocole qui est assez avancé et il y aurait de l'espoir. Ce qui est intéressant, comme vous voyez, il y a des mathématiciens qui peuvent vous donner des probabilités si vous suivez comment ça a évolué le vaccin HIV jusqu'à maintenant, les progrès qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec les données. Et on dit que, mais c'est de la probabilité mathématique, que très probablement dans 8 à 10 ans, on aura un vaccin efficace. Alors, je ne sais pas comment il faut sortir cette boule de... Moi, j'ai pas la boule de cristal, mais ces modèles mathématiques qui sont quand même assez intéressants de dire, la manière dont on a progressé ces derniers 30 ans, on serait peut-être à bout touchant d'ici 8 ans à avoir un vaccin efficace. Mais pour l'instant, protégez-vous. Vous avez vu que c'est une question compliquée. Et ce que j'ai apprécié, c'est de voir, vous avez dit oui, on va sur Internet, on voit des informations, mais vous êtes attentif, vous savez à quoi vous devez faire attention. On a tendance à dire toujours les gens se font embobiner par Internet, ils croient tout ce qu'on leur dit. Non, le public est informé, est éduqué, et vous savez qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Le monde est complexe et les questions liées à la vaccination ne sont pas simples. Il faut vous informer, il faut trouver des experts pour en parler, et c'est la meilleure chose qui vous permettra de prendre une décision, mais les décisions ne sont pas faciles à prendre.